en échange de nos minéraux au prix du renversement du régime Mobutu. Et il conclut qu'il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression. Alors tu vas te rendre, quelle était la stratégie des dirigeants Tutsis qui dirigeaient ces trois pays à l'époque? La stratégie, c'était présenter une marginalisation identitaire, une marginalisation linguistique, une marginalisation ethnique, parlant de la révolte de Banyamulenge. Je recommande à ceux qui lisent beaucoup de pénétrer l'ouvrage rédigé par une journaliste. Amis du petit écran, c'est moi bien, BM. Pour toujours joie et plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés à un papier en train de suivre le MAG de par le monde. Le MAG, c'est MAG spécial. Là, une part de l'histoire, nous recevons un homme particulier, juriste, avocat, mais il vient ici comme un homme qui maîtrise un peu de l'histoire. J'ai parlé avec lui dans un plateau, je suis très content, impressionné par son savoir de l'histoire. Nous allons voir avec lui une part de l'histoire sur la question qui sont les Baswahili et les enjeux politiques liés à ce thème-là. Il est maître Passy Mbayo, il est avocat, il exerce dans tout le pays. D'ailleurs, il a une activité à Lubumbashi, donc il est dans tout le pays. C'est un avocat vraiment qui est très connu. Il est membre de la communauté de la jeunesse, proche d'un certain milieu politique. S'il est libre de le dire, il le dira. Mais ceci n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est établir la théorie de manière scientifique. Qui sont les Baswahili? Bonjour, maître Passy. Bien, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver, Blaise. Je suis d'ailleurs impressionné par l'engagement dont vous faites montre. Effectivement, je m'appelle Passy Mbayo. Je suis avocat. Je suis en même temps président national de la colline du Populorum Progressio, qui est une structure auxiliaire de l'IDPES depuis 2009. Alors, Populorum Progressio, c'est en latin. En fait, quand on voit le drapeau de l'IDPES où on écrit progrès social, c'est en fait cela que nous avons converti en latin, un peu comme pour l'adapter à l'encyclique papale de 1974. Et donc, voilà ce que nous sommes. Et je crois que je peux me limiter là. Le reste viendra avec le temps. Mais c'est la science, la société qui nous invite à cette émission pour laquelle je vous exprime toute ma gratitude. Maître, qui sont les Baswahili? Les termes est pris à tort et à travers, parce qu'on veut expliquer qui sont les Baswahili par rapport aux enjeux politiques actuels. En RDC, les gens se rentrent dedans, une partie du territoire exploité, occupé illégalement par les gens venus d'ailleurs. Ils utilisent les Baswahili comme alibi, raison pour laquelle ils sont en armes, ils prennent les armes et sont en guerre. Ils disent que les Baswahili sont marginalisés, il y a un génocide qui ne dit pas son nom, qui court derrière les Baswahili. Que vous direz à cela? Bien, alors ce qui me plaît dans votre question, c'est que vous avez utilisé une expression qui attire mon attention, à tort et à travers. En fait, le terme Baswahili ne s'utilise pas chez les Swahiliphones eux-mêmes en tant que tel. L'expression Baswahili est venue du jargon populaire quinois, du jargon populaire lingalaphone et congophone. C'est eux qui ont commencé à traiter ou à qualifier les populations venant des zones congolaises où l'on parle Swahili. Et pour faire grosso modo, ils ont commencé à les appeler les Baswahili. Encore une fois, ils ont même des erreurs comme ça qui sont devenues des expressions populaires. Ils appellent par exemple les gens en disant Baluba, pour dire ceux qui viennent de la zone du Kasaï. Or, de la zone du Kasaï, il n'y a pas que les Baluba qui y vivent. Alors, dans leur conception, j'ai dit erronée, ou une conception distante de la réalité, ils ont appelé ceux qui parlent Swahili des Baswahili. Voyez-vous, j'ai donné un autre exemple. Pour ceux qui viennent du Kasaï, par exemple, de la zone du Kasaï, ils ont commencé à les appeler Baluba. Cependant que Baluba est une ethnie qui réunit dans son sein plusieurs tribus qu'il y a au pays. Voyez-vous?
Et les Balouba ne sont pas simplement dans l'espace de la zone du Kasaï. Les Balouba sont aussi dans la zone de l'ex-province du Chaba ou du Katanga. C'est comme ça que par conclusion hâtive du jargon populaire, que je suis tenté d'appeler un peu comme une espèce de déviation langagère. Je ne vais pas parler du barbarisme linguistique. Ça veut dire que vous soyez par exemple Tetela, Kuba, Lele, Binji, Kete, Salampasu, Sapunsapu, Lulua, Loubalou Bilangi, qu'est-ce que j'ai dit, Songe, Tetela, Isambo, etc., etc. Dès lors que vous êtes venu de la zone du Kasaï, dans le langage populaire erroné quinois, on vous appelle automatiquement Moulouba. Et cette expression erronée populaire a pris place. C'est de cette même manière que le qualificatif Baswahili a essayé de prendre place. Alors, ça veut dire, qui sont alors réellement les Baswahili? Scientifiquement parlant, les Baswahili n'existent pas. Mais lorsque nous essayons de vous faire une traçabilité tantôt ethnographique, tantôt linguistique, le Swahili est une langue qui se parle au Congo. Le Swahili occupe, surtout avec l'arrivée de l'AFDL, une proportion qui nage entre 40 et 42% des zones linguistiques. Et toutes ces zones linguistiques sont en 90 quelques pourcents des zones bantoues. Là, je vous parle de la RDC. Et les zones bantoues dont il est question ici, je peux essayer de vous citer quelques régions. Vous avez le Lualaba, vous avez le Haut-Katanga, vous avez le Haut-Lomami, vous avez le Tanganyika, vous avez le Maniema, vous avez le Sud Kivu, vous avez le Nord Kivu, et vous avez l'Ituri, et une portion qui essaye de prendre un peu le Bazouélé et une portion de la Chopo. Voyez-vous, lorsque nous voulons parler de la géographie linguistique, c'est-à-dire, si nous voulons suivre la logique de l'expression erronée populaire quinoise, Baswahili, donc les provinces ou les zones que je venais de vous citer sont des zones qui sont en principe concernées par la géographie swahiliphone. Mais l'on se pose la question de savoir, est-ce que cela suffit pour parler swahili? Ma réponse c'est non. Pourquoi? Puisque le swahili est une des vieilles langues africaines. Et c'est une langue, selon les recherches scientifiques, qui a nagé entre le 1er siècle et le 7e siècle. Oui. Alors, une autre version linguistique essaye d'ouvrir son point de départ dans les environs du 7e siècle. Et au 7e siècle, c'est du fait de contact avec les Arabes qui venaient chez nous en Afrique pour le commerce, par moments pour le razzia ou l'esclavagisme, etc., etc., pour leur conquête religieuse que je suis tenté d'appeler le djihad ou la djihad. Ils ont amené une expression qui est la leur, laquelle expression est venue rencontrer des expressions bantoues. C'est comme ça que dans la langue arabe, Sawil ou Saïl ou Swahil veut dire côtier ou de la côte. Or la côte dont il est question ici, c'est la côte de l'Est. Vous voyez la Tanzanie, Zanzibar et l'actuel Mombasa au Kenya. Voyez-vous? Donc c'est par là qu'ils ont accédé. D'ailleurs, je peux extrapoler en allant jusqu'à la corniche du cap de Guadafi, entre la Somalie et le Yémen. C'était le point de débouché. C'était le point de rencontre. Pour preuve, quand vous êtes au Yémen, vous trouvez des races carlouches dans l'expression arabe.
Carlouche veut dire noir, même si on dit que c'est par moments un qualificatif barbaresque. Mais vous trouvez au Yémen aussi des noirs de peau comme nous, mais qui sont yéménites, etc., etc. Alors, j'ai parlé des Arabes principalement. Mais je voudrais parler en deuxième lieu des Persans. Le royaume des empires des peuples des Mèdes et des Perses, au cours de l'évolution de l'histoire, avait aussi provoqué un contact avec le peuple africain. Et quand je dis africain, il s'agit d'abord de l'Afrique ancestrale. Cette Afrique qui était une puissance. Il ne faut pas oublier que le célèbre Cheikh Anta Diop est un héros et c'est un héros pour ce continent africain et pour le monde intellectuel. Lorsque l'on découvre à la face du monde que l'Égypte pharaonique était négresse ou noire ou négrière et que les Africains subsahariens sont venus du nord pour des motifs climatiques, tantôt la désertification, tantôt la guerre avec le royaume d'Alexandre le Grand, tantôt avec la Rome antique, tantôt avec le djihad arabe, avec Mahomet qui cherchait à tout prix à installer la religion musulmane ou islamique par la force. C'est comme ça que dans tous les pays du Maghreb, par exemple, dans l'Afrique arabe, comme on le dit, d'ailleurs le mot Maghreb, ça vient de l'arabe qui signifie le soir. Et en swahili, ça signifie Magharibi ou Mangaribi. Voyez-vous? Et donc, dans ces zones-là, vous y trouvez jusqu'à présent certains noirs. Que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Égypte, que ce soit en Algérie, que ce soit en Sahara occidental, en Mauritanie. D'ailleurs, la Mauritanie, elle est historiquement noire, mais c'est à cause de la domination arabe qui a eu une espèce de marginalisation. J'avais tenté d'oublier de parler de la Libye. Vous y trouvez des noirs. Ça, ce sont des séquelles ancestrales qui sont restées. Alors, je dis que c'est du contact. Pour des motifs que je venais d'évoquer, des motifs de domination, des motifs d'esclavagisme, de razzia, même pour des motifs d'échanges commerciaux, que du contact entre les Bantous et ces peuples précités, je dis bien les Arabes, les Persans, etc., etc. Et bon, je ne peux pas aussi escamoter une petite portion indienne lorsque nous commençons à aller vers le sud de la Tanzanie pour toucher, je ne sais pas, Mozambique ou Botswana. Alors, en fait, bref, je voudrais dire que c'est de ce contact-là est née une nouvelle civilisation linguistique que l'on appelle le Swahili. Pourquoi j'appelle ça une nouvelle civilisation linguistique? 1. Le Swahili n'est pas d'origine africaine. 2. Le Swahili est d'origine étrangère. Des peuples que je venais de citer. Oui. 3. Le peuple qui a propulsé le Swahili, c'est le peuple bantou. Voilà pourquoi en encyclopédie, même en anthropologie culturelle et linguistique, on vous dira que le Swahili est une langue bantou. Du fait que les Bantous ont été exposés au contact avec ce peuple précité, et cette langue-là a pris naissance. Voilà pourquoi il n'existe pas un Swahili pur, même quand il s'agit dans un langage un peu que j'appelle osé en termes d'excès de qualificatifs, on dit Swahili Bora. Il n'y a pas, pour dire un bon Swahili. Non, mais tous les Swahili sont Swahili. En réalité, moi j'ai vu un complexe. Par exemple, un journaliste du Katanga, il dit parler Swahili pur. La seule chose qu'il a fait, il me met les points cardinaux, les nombres, les dates, un peu en français, en anglais. Là, il sait quoi que c'est Swahili pur. Je dis non, toi tu es francophone. Tu ne peux pas dire par exemple, oui, les governments. Non.
Ouais. Oui, les gouvernements, c'est ça. Toi, tu es, c'est ça. S'il n'y a pas un monde d'empreinte, Voilà. c'est l'erreur qu'il y a. On a tendance à chercher à comprendre que Tout à les fait. Swahili disent également à l'anglais, comme de suite. Et quand ils parlent des points cardinaux, comme on a dit Kaskazini, Mashariki, Asubuhi, Mangaribi, c'est la même chose. Tout comme Raïs. Ouais. Raïs, des choses comme ça. Ce Ça, sont c'est carrément des expressions d'étiologie arabe. Là, vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a pas de Swahili pur. Là, c'est vrai. Il n'y a C'est pas par de Swahili rapport, pur. D'ailleurs, oui. sans le peuple bantou, l'on ne parlerait pas du Swahili. C'est en fait le bantou qui ont propulsé cette langue, qui ont donné de la valeur à cette langue. Bref, c'est une langue de conjonction culturelle, pour dire grosso modo. Et puis même quand vous dites Mashariki, Maghreb, et ainsi de suite, la prononciation diffère. Je viens de parler de Maghreb. Maghreb vient de Maghreb, de l'arabe. Et puis, dans mon Swahili, à moi, mon Swahili du sud du pays, Magharibi, chez moi, s'appelle Mangaribi. Mangaribi. Pourquoi on met Mangaribi? Puisque les Bantous de l'ex-province du Chaba, Oui. de leur civilisation, ils ont prononcé normativement Magharibi ou Magharibi, Mangaribi. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme moi dans mon Swahili, on appelle l'eau Maï. Mais quand vous commencez déjà à monter vers le sud Kivu, vers le nord Kivu, Maï devient Maji. Voyez-vous? Ça me rappelle une pièce de théâtre, je ne sais pas, ça s'est tourné sur une chaîne locale au sud Kivu ou à Kalemi. Nikaenda chonga meno na wenzangu. Wakanisikilia kidicho, wakanitupa ndani za maji, ni mimi Mariamu. Voyez-vous? Mais Mariamu, c'est ça, Mariam ou Mariamu. Voyez-vous? Alors, nikaenda chonga meno na wenzangu. Ça veut dire nous sommes allés tailler les dents avec mes amis. Alors, kidicho, ça veut dire ils ont eu une jalousie ou une espèce de haine à mon sujet. Voilà. Or, dans mon Swahili de Lubumbashi, ça se dit nilienda kuchongola meno. C'est-à-dire, nilienda kuchongola meno na benzangu. Wakanisikilia roho mbaya. Voyez-vous comment ça se passe? Kisha bakanitupa ndani ya mai. Ça veut dire c'est toujours le Swahili qui se parle. C'est comme ça que le Swahili qui se parle dans les grands centres, prenons pour exemple Kolwezi, a des expressions propres adaptées à la population locale. Puisque je vous donne un exemple. Les eforbes sont appelés dans le Swahili de Lualaba ou de Kolwezi, Ntulu. Or, quand vous arrivez à Lubumbashi, les eforbes deviennent Lunsonga. Etc., etc. pour chaque grand centre. Selon que vous êtes à Kindu, selon que vous êtes à Kalemi, selon que vous êtes à Bukavu, à Uvira, selon que vous êtes à Goma, Beni, Butembo, jusqu'à Bunia ou à Ituri. Ça veut dire chaque peuple, chaque tribu congolaise, chaque ethnie congolaise, chaque clan congolaise a contribué à l'existentiel linguistique du Swahili. Voyez-vous? Et puis je voudrais préciser un élément, que le Swahili n'est pas une langue ethnique ni tribale. C'est une langue transcendantale. C'est une langue même, je dirais, régionale, pour ne pas l'appeler internationale. Ou sous-régionale, en ce sens que le Swahili se parle en Tanzanie. Il se parle en île Maurice et tous les îlots qui se trouvent dans les environs de Madagascar, oui, et des îles Maurice. Le Swahili se parle au Kenya, il se parle en Ouganda, il se parle au Rwanda, il se parle au Burundi, aussi, et il se parle enfin au Congo. Je précise que la population, le plus grand nombre de peuples qui parlent le Swahili se trouve effectivement au Congo. Puisque en termes de démographie, c'était la région du pays qui a eu une forte densité par rapport aux autres régions du Zaïre ou tout comme du Congo. Et donc dire que les Baswahili, ça n'avait jamais été un qualificatif d'identité ethnique, tribale ou clanique. Non, ça a été un qualificatif d'identité linguistique. Voilà pourquoi à l'époque de la colonisation, lorsque les Belges ont constaté qu'il y avait effectivement 4 zones linguistiques, ils ont décidé de doter de la colonie
qui était le Congo belge, de 4 langues nationales, à savoir le Kikongo. Et le Kikongo, non seulement qu'il s'est parlé dans l'actuel Congo central, ex-Bas Congo Bazaïr, ils ont constaté qu'il y avait aussi une liaison avec certains peuples de l'ex-province du Bandundu. Ils se rendent compte qu'il y a aussi un peuple qui tient un discours linguistique qui transcende aussi quelques tribus ethniques que l'on appelle les Lingala. Il faut dire que le Lingala est une langue qui a commencé à prendre de la puissance populaire depuis l'époque coloniale. Je peux vous scandaliser en vous disant que quoi que je sois swahiliphone, mais je vous informe que le Lingala, c'est la langue la plus populeuse et la plus populaise du pays. Pourquoi? Puisque c'est tout Congolais qui l'entend. C'est tout Congolais qui la danse, qui le danse, et c'est tout Congolais qui le chante. Voyez-vous, comparativement à toutes les autres langues, je parlais du Tchoulouba qui est la 4e langue qui a été ajoutée, et puis dans les études, il a aussi été constaté qu'il y avait des liaisons linguistiques. La langue Luba n'est pas simplement la langue de la région du Kasaï. Elle est aussi cette langue qui se parle dans la province du Olomami et dans la province du Tanganyika, sans compter les Loubaïsés ou les Baloubaïsés qui se trouvent disséminés ça et là au pays. Prenons pour exemple, quand vous entendez parler, quand vous êtes en Zambie par exemple, on vous dit que les Nyanja et les Bemba sont des Baloubaïdes. C'est ça dans l'étude linguistique en Zambie. Effectivement, quand vous êtes par exemple dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, ou dans la bande des terres qu'on appelle le Luanzolende qui appartient au peuple Sanga, Sanga qui veut dire dans la linguistique bantou mélanger aussi, ou rassembler. Mais ça veut dire, quand vous les entendez parler, vous trouvez des expressions Luba, des mots Luba, etc., qui passent là-dedans. Il est possible que scientifiquement, puisque les Bantous sont venus du Nord, que l'on dise que les Sangas seraient aussi étiologiques du peuple Luba. Quand je parle du peuple Luba, c'est sans l'enfermer dans une région quelconque. Je vois son origine d'un Sanga Lubangu. Voyez-vous, il est aussi vrai que les colonisateurs, la traite négrière, a essayé de déplacer des peuples qui ont traîné dans certains coins du pays. Je vous ai dit autrefois, quand vous êtes par exemple dans l'actuelle province du Maniema, je crois que vers Kabambare, que je ne m'abuse, vous trouvez une peuplade qu'on appelle les Bakwangé. Mais c'est en réalité les Bakwanga qui ont été déplacés de l'actuel Mbujimai en les acheminant, j'imagine, vers Zanzibar où ils partiraient vers... puisque la grande estuaire était le Maniema. Pour preuve, quand vous êtes en Tanzanie, vous trouvez un coin dans lequel il y a une peuplade qu'on appelle les Batoka Kasongo. Ce sont des gens qu'on a pris à Kasongo, Kasongo actuellement, mais avant que ça ne soit Kasongo, on appelait ça Kantoa Mwassa, qui ont échoué dans l'actuel pays dit la Tanzanie, puisque l'objectif c'était les acheminer vers Zanzibar. Il ne faut pas oublier que la Tanzanie aujourd'hui c'est un mélange entre Zanzibar et Tanganyika. On donne naissance à un pays qu'on appelle la Tanzanie. Mais comment se fait-il que maintenant Moussiri se retrouve à être un roi au Congo alors que le mouvement est dans ce sens-là? Oui, mais la traite, on prenait du Congo vers Zanzibar pour exporter, mais comment ils sont venus s'installer? En fait, Moussiri est venu de chez les Banyamwenzi. Oh, okay. Les Banyamwenzi sont un peuple qui se trouve au nord-ouest de la Tanzanie. Alors, il a traversé de ce côté, puisqu'il connaissait, il avait l'art de guérir la variole ou la varicelle. Alors, il y avait une épidémie de varicelle qui avait frappé l'est-sud de l'actuel notre pays, puisque à l'époque où il venait, il n'y avait pas encore les limites venues de la conférence de Berlin, même pas le principe de droit international qu'on appelle uti possidetis, qui est le principe de l'intangibilité des frontières, selon lesquelles nous devrions garder nos frontières telles que nous les avons reçues de nos colonisateurs. Lesquels colonisateurs ont décidé du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. Alors, comme il était en train de venir, en train de soigner, il avait des prouesses terribles en matière de guérison de cette épidémie. C'est comme ça que, de migration en migration, il est arrivé chez le chef Katanga. Le chef Katanga se trouve dans l'actuelle province du Haut-Katanga. C'est d'ailleurs que là
est venu le nom du Katanga. Alors le chef Katanga, c'était le grand chef du peuple Sanga. Et quand il les reçoit aussi pour soigner la varicelle ou la variole, qui était une épidémie qui a frappé, qui décimait beaucoup d'enfants à l'époque, le roi a estimé que ce monsieur était très important. Il ne fallait pas que je puisse le lâcher. C'est comme ça que le grand chef Katanga lui remettra sa fille et quelques lingots d'or et des sujets. C'est comme ça qu'il est monté un peu vers le nord-ouest de Luanzolande ou de Sangalande. Et devenu fort, etc., etc., il a donné naissance à un royaume qu'on appelle le royaume de Mwami de Garingaz. Mwami de Garingaz, on l'appelait Moussiri, etc., etc. Il avait un fils célèbre qui s'appelait Masuka Vengeya. Et il faut dire que vite il est entré au contact avec des anglo-saxons qui venaient par la Rhodésie du Sud. Pour preuve, Ngongo Lutete, avec son armée dite les Batitela, ont eu à perdre dans leur histoire des défaites. Il y a entre autres la défaite enregistrée dans l'actuel, puisque le royaume de Mwami de Garingaz navigue un peu entre le Haut-Katanga et le Lualaba actuel. Et il a perdu la bataille là-bas pour deux motifs. Le premier motif, c'est que les Bayeke veut dire chasseurs d'éléphants. Ils avaient déjà développé l'art de la lance et de la flèche. Et puis, de son contact avec certains anglo-saxons de par la Rhodésie du Sud de l'actuelle Zambie, il a accédé au poupou. Voyez-vous? Cependant que Mongolo Tété avait aussi un poupou qui lui était venu des Arabes avec les typos dont j'ai encore oublié son nom, son véritable nom arabe. Et il a perdu la bataille là-bas. Alors le royaume de Bayeke était aussi devenu quand même un royaume assez fort, au point qu'il a même fait la guerre à son beau-père, au royaume de son beau-père, jusqu'à y décimer plusieurs là-dedans. Donc c'est pour vous dire que si on parle d'Omsiri, le roi, la dynastie royale des Bayeke, elle est des souches Banyamwezi, un peuple qui se trouve au nord-ouest de la Tanzanie. En tout cas, merci d'avoir peint ces fondements qui est très important, peint ce décor, parce que il est important qu'on comprenne les enjeux politiques actuellement, parce que le thème Baswahili a été utilisé, moi j'ai dit à tort. À un moment, chaque fois qu'on va attaquer le pouvoir de Tshisekedi, on parle de tribalisme, c'est-à-dire mauvais traitement des Baswahili. On parle aussi de gens de l'Est. On dit que le Rwanda, n'est-ce pas, dit que les Baswahili sont la cible de Tshisekedi, de son régime. Même les bombes qui tombent là, choisissez seulement les Baswahili. Et dans les Baswahili, les bombes qui tombent là sont spécifiques. Vous choisissez seulement le Banyamulenge et pas les autres, parce que dans la langue Swahili, il y a les Bantous, il y a les Nilotiques. Là, pour eux, parce qu'ils veulent prévenir un génocide contre les Nilotiques, est-ce que cette voie-là aura-t-elle long feu ou ça va s'arrêter quelque part, ça va se dissiper? Parce que vous avez la compréhension historique aussi de l'ethnologie très très bien, et vous la maîtrisez. Je voudrais aussi éclairer la lanterne des gens qui vont nous suivre pour qu'ils comprennent, est-ce que cette stratégie-là d'utiliser les Baswahili, bien, mais c'est encore une fois une stratégie mal cousue qui a eu à payer d'une certaine manière à une certaine époque, mais qui est difficile à accoster aujourd'hui. Nous sommes avec vous au Zaïre. Nous sommes en 1996. 2 ans après l'assassinat du président Abiyarimana et de son homologue, le président Tariamira, qui venait de remplacer, que je ne m'abuse, au Burundi, le président Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye. Alors, mais il se fait que la seule manière pour l'administration Clinton, pour l'Ouganda de Museveni, le Burundi de Buyoya, puisqu'il faut dire déjà à cette époque-là, Buyoya était au pouvoir, pour le Rwanda de Kagame. Ça fait 3 présidents Tutsi, puisqu'il ne faut pas oublier que Museveni est un Munyankore ou Munyankole. Et les Banyankore sont des cousins de Tutsi. Voyez-vous, ont décidé d'attaquer le Congo. Quel est l'argument qu'ils ont eu avancé? Ils ont présenté un faux problème, la révolte de Banyamulenge. Mais du côté du Zaïre,
Nous n'avons pas voulu sonder les profondeurs puisqu'on était fatigué du maréchal. Je rappelle toujours aux gens qui ont la culture de la documentation que Kisombe Kiakumwisi et Banza Mukala Insungu, pour extrapoler, Kisombe est lingalaphone et originaire du Bas-Congo, donc il est aussi congophone. Mais attention, Banza Mukalai est un Mourouba de l'ex-Shaba, il était swahiliphone, originaire de Malem Bankoulou. Voyez-vous? Et par toute voie de conséquence, ils ont convoqué un congrès extraordinaire du MPR, lors duquel, ce que j'ai dit, ça ne se fabrique pas. Les gens peuvent consulter le film documentaire L'Afrique en morceaux, ils reviendront me donner raison. Ils se sont écriés lors de ce congrès. Là, nous sommes en 1996. Lorsque la guerre démarre, ils disent que ce qui se passe à l'Est, il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression. Kisombe insiste. Des contrats colossaux ont été signés entre American Mineral Field et les leaders de l'AFDL en échange de nos minéraux au prix du renversement du régime Mobutu. Et il conclut qu'il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression. Alors tu vas te rendre, quelle était la stratégie des dirigeants Tutsis qui dirigeaient ces trois pays à l'époque? La stratégie, c'était présenter une marginalisation identitaire, une marginalisation linguistique, une marginalisation ethnique, parlant de la révolte de Banyamulenge. Je recommande à ceux qui lisent beaucoup de pénétrer l'ouvrage rédigé par une journaliste britannique, pratiquement une épopée scientifique adressée au général Masunzu. C'est là que vous allez découvrir que même quand on parle de Banyamulenge, c'est des différents groupements tribaux qui sont environ entre 16 et 26 groupements, répartis entre ceux qui sont venus avant l'indépendance et ceux qui sont venus après l'indépendance. Et une ligne de démarcation les divise aussi à cette époque-là, entre ceux qui sont venus avant l'indépendance et ceux qui sont venus après l'indépendance. Voyez-vous? Or, l'expression Banyamulenge est une expression sujette à caution. Il s'agit simplement des frères Tutsis qui se trouvent sur le territoire national du Congo. Voyez-vous, l'expression Banyamulenge est une expression qui tend vers une tendance politique. Alors que pour la tranquillité en société, il faut simplement dire que ceux qui sont à Bunyakiri, ceux qui sont à Minembwe, sont effectivement des Tutsis se trouvant sur le sol congolais. Alors, mais un problème s'est posé, c'est que dans le recrutement des forces pour renverser le régime d'Abiyarimana, Kagame et son prédécesseur qui était Tutsi aussi, d'ailleurs c'est Kagame qui aurait orchestré sa mort, vous allez vous rendre compte qu'ils ont recruté des populations, j'ai dit à approximation identitaire Tutsi, pour aller rejoindre le camp dont vous voyez tous ces gens-là. Là, vous parlez des frères de Rugema. J'ai parlé de frères de Rugema d'ailleurs. Okay. Merci de me l'avoir passé l'expression. Okay. Alors, tous ces jeunes-là qui étaient dans les montagnes ont rejoint par identité raciale cette rébellion contre le régime d'Abiyarimana. Je vous informe que sur notre sol congolais, nous avons aussi des Hutus. Il y a des Hutus qui sont venus avant l'indépendance. D'ailleurs, longtemps même avant que la conférence de Berlin ne démarre. Il y a aussi ceux qui sont venus après l'indépendance. Quand vous voyez l'ordonnance loi du maréchal, il dit que tous les réfugiés, voilà ce que la disposition dit, les réfugiés de 59 sont désormais, il parlait de 59 et de 62, sont désormais bénéficiaires de la nationalité zaïroise. Vous comprenez? Et il s'est rebiffé 10 ans après ou 9 ans après. Pourquoi? Puisqu'on lui a fait voir, monsieur le Président, la nationalité, elle est intuitu personae. On la demande individuellement. Vous ne pouvez pas accorder aux gens une nationalité de manière collective. Alors la seule manière pour lui de corriger la chose, il aurait fallu combien d'années après? Environ 10 ans. Il faut aussi dire que il ne faut pas ignorer le rôle qu'a joué Bisengimana comme directeur de cabinet à l'époque. C'est un gars qui était très apprécié. On disait qu'il était intelligent. C'était pratiquement
un choisi de Kengo Adondo, etc., etc. Alors, je dis que c'est de cette manière-là qu'après avoir renversé le régime d'Abiyarimana, ils ont décidé de venir. Est-ce que c'est tous les Tutsis qui sont au Congo qui ont rejoint Kagame? La réponse c'est non. Il y a des Tutsis qui n'ont jamais voulu rejoindre Kagame. Pourquoi? Puisqu'ils ont voulu se contenter de leur identité juridique zaïroise ou congolaise. Voyez-vous? Donc le grand problème se pose à ce niveau-là. Ce sont ceux qui ont rejoint Kagame qui sont venus avec l'AFDL. Vous voyez la cartographie? Et ce sont ceux-là qui sont venus avec l'AFDL, une année après le 2 août, qui ont tourné le dos contre Laurent Désiré Kabila. Pour ceux qui ont la culture de la documentation, qu'ils suivent encore une fois les films documentaires L'Afrique en morceaux, lorsque Mouzé est en train de prêter serment au stade des Martyrs, il y avait un chahutement terrible au stade. L'on donne la parole à Museveni. Les gens ne se sont jamais posé la question. Nous étions peut-être effectivement dans l'euphorie. Quand Museveni prend parole, il commence à parler en anglais, le public réagit contre son discours. Et Museveni s'exclame au micro, « Mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis votre frère, Yoweri Kaguta Museveni, je suis un bantouphone. » Est-ce que scientifiquement parlant, Museveni était-ce réellement un bantouphone? La réponse c'est non. Voyez-vous? C'est non, c'est Nyankore. Voilà, vous comprenez comment ça se passe? Tutsi du Alors, mais maintenant, l'Ouganda. Puisque vous dites c'est un Nyankore, il est Tutsi. Posez-vous la question de nouveau. Quelle est alors la langue des Tutsis? Eh bien, au cours de l'évolution de l'histoire, l'expression identitaire Tutsi s'est éteinte au profit de la majorité. La majorité venait du Rwanda. Le Rwanda, le Burundi, il ne faut pas oublier que le Rwanda et le Burundi ont fait un seul pays. Et ceux qui parlent Kinyarwanda et ceux qui parlent Kirundi, mais c'est la même langue. C'est la même langue. Or, ce sont des langues qui sont des langues d'expression Hutu. Un peu comme pour aller par extrapolation, ce sont des langues Hutu. Voilà pourquoi il y a d'autres livres scientifiquement parlant qui diluent le Tutsi, la nature Tutsi dans la bantoufonie en quelque sorte, pour dire que vous vous rappellerez tous ici de la philosophie bantou avec le célèbre Alexis Kagame. Voyez-vous, l'on vous dit que la philosophie bantou, elle s'étudie du Nigeria jusqu'au Cap de Bermude, au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, puisque les Zoulous sont aussi des Bantous. Toute cette zone et les Bantous sont les peuples les plus populeux ou populaires d'Afrique. Vous voyez comment ça se passe? Donc, les Kinyarwanda dont on parle, ou les Kirundi, c'est une même langue qui se parle par les Tutsis, tout comme par les Hutus, même par les Tois, qui sont les Pygmées et qui nous ont précédés dans l'Afrique subsaharienne. Voyez-vous? Alors, mais maintenant, ce comportement de pouvoir provoquer des conflits identitaires dans cette politique des régimes que je venais de citer, Museveni, Buyoya et Kagame, il faut dire que quand le régime Mobutu est tombé, le Congo était pratiquement sous condominium. Le régime de l'AFDL, même les 18 ans, j'ai toujours tenté, osé dire que le pays était dirigé de l'extérieur, c'était un régime extranéicrate ou extranéicratique. C'est même pour ça, par exemple, que le réveil tardif de Laurent Désiré Kabila lui a coûté ce que tu connais. J'ai suivi une des émissions... Dans un langage simple, extranéique, c'est-à-dire dirigé de l'extérieur. Oui, mais un pouvoir des étrangers en quelque sorte. Okay. Lorsque vous suivez, par exemple, le fait pour Mouzé de refuser les accords de Lusaka, il arrive à Kinshasa, il dit les accords de Lusaka ont failli à leurs objectifs. Il les a rejetés ici. En principe, juridiquement parlant, on ne pouvait plus parler de la signature du Congo dans les accords de Lusaka. Mais ça dérangeait l'administration Clinton, ça dérangeait des pays qui nous ont placés pratiquement sous condominium, comme l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Je parle bien du Burundi de Buyoya, du Rwanda de Kagame et de l'Ouganda de Museveni. D'ailleurs, Thomas Louaka, sur une des émissions, j'imagine, je connais le Congo, a essayé de lâcher, que je ne m'abuse, sauf erreur de ma part, que Moussa a été tué puisqu'il avait refusé d'appliquer les accords de Lusaka. Or, tu sais que dans les accords de Lusaka, il y a eu des plaies qui ont été ouvertes
qui nous ont posé des problèmes jusque sous le régime Tshisekedi. Heureusement que Dieu a décidé de remettre le Congo sous ataraxie. C'est de cette manière-là que vous voyez la mise à fin jour après jour de cette situation de 30 ans. Alors, quand tu as dit que les Baswahili sont marginalisés, c'est un faux discours. Avant qu'on aille là-bas, je voudrais me poser une question qui m'est venue à l'esprit. Est-il vraiment honnête et sincère pour un historien de raconter l'histoire pendant que lui-même est acteur de certains événements? Là, prenons le cas de Thomas Louara qui était rebelle à l'époque. Mais je me demande, est-ce que c'est sincère vraiment de sa part d'appeler ça histoire ou c'est un témoignage qui raconte ce qui est dans le passé? Voilà, en fait, les politiciens ont la maladie de l'auto-blanchisserie. C'est-à-dire, un politique, quand il a des pépins en politique, stratégiquement parlant, il peut aller se laver à l'université. Il devient professeur d'université. Lorsqu'à l'université, ça ne lave pas complètement, vous voyez ce qu'il fait. Il peut devenir pasteur. Voyez-vous, ça veut dire l'art de l'auto-blanchisserie, de bien se présenter dans l'opinion, puisque l'opinion est le tribunal du politique. Le politique a toujours monté des stratégies. Je vous signale ici que Thomas Louaka, c'est un originaire du Maniema. Il est lui-même Mukusu. Les Bakusu sont à Kibombo. Les Bakusu sont des cousins des Tétéla. Ainsi, ils font tous partie d'une association linguistique qu'on appelle les Akucho Anamongo. Les Mongo à l'équateur, je crois les Konda ou les Mbala dans le Maïndombe. Et vous êtes au Kasaï, ils sont Tétéla. Vous êtes dans le Maniema, ils sont Koussou. Vous allez vers le Haut-Zaïre, ils sont Topoke et Lokele. J'aurais appris que le conflit entre les Mbole et les Lengolais, entre les deux, il y a une tribu qui est qui répond à cette identité des Akuchu Anamongo. Ce qui est grave, quand vous êtes dans le Sankuru, vous trouvez même une peuplade dans une espèce de collectivité qu'on appelle le Mongo-Sendé. Voyez-vous. Mais ceux-là ne sont pas tétés là au sens pur. Ils sont mongoïdes. Voyez-vous. Et donc, quant à dire que les Baswahili sont marginalisés est une tactique politique montée par Kigali. Lorsqu'ils se rendent compte que parler simplement de Banyamulenge, encore une fois aujourd'hui, ça ne marche pas, puisque vous avez suivi plusieurs sorties médiatiques de Kagame. Il parle à tort et à travers. Tantôt il dit que les Tutsis qui sont au Congo chez eux, c'est au Rwanda. Et pourtant, les Tutsis qui sont au Congo, tous ne sont pas venus au Congo par le Rwanda. Certains sont venus par le Burundi, certains sont venus par l'Ouganda. En vertu de quoi il doit se faire passer pour le président syndical des Tutsis? Tu vois d'où vient l'idée de la Tutsi Power International? Voyez-vous? Et donc, c'est à défaut de la stratégie de pouvoir exploiter l'identité de nos frères Tutsis, qui sont pour la plupart aussi des anti-Kagame. Il y a des Tutsis anti-Kagame qu'on ne peut pas mettre dans le même panier. Pour preuve, le discours du président République, lorsqu'il arrive à Bukavu, vous vous rappellerez, il dit, par exemple, les gens qu'on lui présente comme Banyamulenge, il dit les Banyamulenge bazali ba Congolais. Ngai na mona Banyamulenge bazui masasi pour na défendre ekolo. Et loko moko nazali ko sepela nangote pour na tina ko sepela kana ngote, c'est que Bosimba mando quitté contre ekolo nabino. Prouvez à l'opinion mondiale que vous êtes Congolais et défendez le Congo. C'est des discours anthologiques du président de la République qui n'a cessé de ressasser jusque devant la diaspora congolaise en Angleterre, je veux dire. Donc ça veut dire, puisqu'il y a échec d'une stratégie, l'échec de cette stratégie, vous n'avez qu'à voir le comportement de Nyarugabo et de Rouberois qui ont fabriqué les Turanéo. Turanéo, il me semble que dans la langue... je suis tenté de dire ça dans mon Swahili de Lubumbashi, dans le Kilunji, pour éviter de naviguer dans le jargon entre Tutsi et Hutu. Ce n'est pas ça l'objectif de mon émission. Je suis là pour un objectif du vivre ensemble. Alors, mais ça veut dire, il semble que Turano veut dire que nous nous sécurisons entre nous ou la sécurité de notre communauté. Voyez-vous? Alors, mais maintenant, ils se disent,
Puisque la guerre d'agression que nous avons provoquée démarre par l'est du pays, et elle a toujours démarré par l'est du pays depuis des années. Ne pense pas que l'est du pays a été en proie à des questions d'insécurité simplement avec l'arrivée de l'AFDL. Non. Je te signale que même en 1960, à l'est du pays, il y a eu guerre. Les Lumumbistes, par exemple, après l'assassinat de Lumumba, leur révolte dans l'objectif de penser à créer la République du Congo de l'Est ou du Congo oriental. Mais ils ont pris la zone avec comme capitale Stanleyville. C'était descendre jusque dans le Maniema, dans le Kivu. Et à cette époque-là, en plus, le Kivu réunissait en son sein le Maniema, le Sud Kivu et le Nord Kivu. À l'époque. Là, on vous parle même des mercenaires, etc., etc. Vous voyez des mercenaires comme les gens Scram, etc., etc. Oui, mais c'est des gens qui sont arrivés. Les Bob Denard, les gens Scram. Mais c'est par l'Est. Même quand du contact entre Laurent Désiré Kabila avec son mouvement, que je ne m'abuse, qui s'appelait... L'AFDL. Non, RPE avant de l'époque. Okay. Mais à partir de quelle région il est entré en contact avec Che Guevara? Par l'Est, oui. Et précisément, j'ai parlé de Banyamwezi. Il y a Kigoma. Kigoma, c'est la région de Banyamwezi. Oh, Kigoma, c'est pas en Tanzanie? De la Tanzanie. Ah oui, oui. Vous voyez comment ça se présente? Et c'est par là. Et donc, je crois qu'il est grand temps. La terre de l'Est du pays a beaucoup bu le sang de notre peuple. Je pense que ça suffit. Il est grand temps que nous puissions effectivement parvenir à apporter la paix à l'Est de notre pays. Alors, mais quand il parle de Baswahili, je viens de vous dire, le Swahili est une langue transnationale. En ce sens que le Swahili se parle en île Maurice, en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, au Burundi et au Congo. Donc, il est difficile de prendre une langue transnationale et la transformer en une langue ethnique. L'identité du Swahili est une identité transcendantale. Moi qui vous parle ici, je suis swahiliphone. Le Swahili est même la première langue que j'ai sortie de ma bouche. Je peux l'appeler la langue maternelle. En tant que louchois qui se respecte. Voyez-vous? Et donc, les zones que je venais de vous citer, ou les régions que je venais de vous citer en RDC, où l'on parle principalement Swahili, dans ces zones, il y a des ethnies et des tribus et des clans bantous naturels, propriétaires des terres. Pourquoi? Puisque le Swahili est une langue venue a posteriori. Le Swahili est né après les Bashi, il est né après les Babembe, il est né après les Bafulero, il est né après les Babouyou, il est né après les Baholoholo, il est né après les Batabwa, il est né après les Banyanga, il est né après les Bahavu, il est né après les Banande, il est né après les Hema, il est né après les Lendu, etc., etc. Il est né après les Bangu, il est né après le Basonge, le Swahili est né après les Baluba, il est né après les Koussou, il est né après, il y a encore beaucoup de peuples dans le Maniema dont je parle. Voyez-vous comment ça se passe? Donc on ne peut pas, il est difficile de mélanger le Swahili, qui est une langue, j'ose dire, étrangère, la confondre identitairement à des langues ethniques, tribales, claniques, bantoues, comme je venais de vous le dire. Donc c'est un mensonge de présenter à l'opinion. C'était la stratégie qui était la leur. Je crois qu'ils ont mordu à l'hameçon du langage erroné quinois, Baswahili. Ils disent, donc dans le cas sous examen, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que l'on dise, les Baswahili sont marginalisés. Mais ce ne sont pas les Baswahili qui vous ont invité à venir agresser le Congo au travers de leur territoire. Ce ne sont pas les Baswahili
qui vous ont invité. Voilà pourquoi vous suivez par exemple le langage de Nanga et de Bissimo. Faudra-t-il combien de morts pour que Tshisekedi accepte de négocier? Mais écoutez, est-ce que c'est Tshisekedi qui vous avait dit d'aller prendre les armes et de venir affider des agresseurs? Non, ça veut dire c'est une logique mal logicée quelque part. Alors maintenant, pour chercher à jouer à la stratégie politique de Kigali, la stratégie politique quelque part de Kampala, puisqu'aujourd'hui le Burundi n'est pas le Burundi de Buyoya, c'est le Burundi de Ndaïchimia après Nkurunziza. Alors c'est ce qui complique un peu le bidon, puisque les deux régimes qui se sont succédés sont des régimes en quelque sorte où tout mon intention n'est pas créer la scission, mais c'est de dire que il faut préciser, il faut citer le chat par son nom. Oui. Voyez-vous, c'est comme ça qu'en ce jour, cette stratégie a échoué. Le Swahili n'est pas une langue ethnique, le Swahili n'est pas une langue tribale, le Swahili n'est pas une langue clanique. C'est une langue transnationale. C'est la seule langue au Congo qui n'a pas de connotation tribale. Pourquoi? Puisqu'elle est venue des peuples que je venais de vous citer. Oui, et aucune tribu ne veut se prétendre dire le Swahili nous appartient. Non. Ça n'existe pas. Non. Mélange de langue bantou et langue arabe, comme vous devez expliquer clairement ici. Je ne sais pas, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils considèrent le monde comme le monde entier comme des gens dupes? Je ne sais pas, parce qu'à un moment, ils ont cherché à tripoter les informations qu'on a qui sont aujourd'hui, en tout cas cristallisées dans le musée de Telveren en Belgique. Il est clair, il y a des choses que les Rwandais ont voulu toucher pour qu'ils aient raison, parce qu'ils avaient la faveur du monde occidental pour que certaines théories puissent passer. Ils ont voulu scientifiquement prouver qu'ils sont les ayants droit en RDC. Écoute, c'est un mensonge patent et ostentatoire. Pourquoi? Puisque qu'ils gardent leur discours pour les Congolais de mauvaise qualité, les Congolais rwandophiles et les Congolais rwandocrates. Sinon, c'est une insulte à notre existence. Sur cette question-là, je voudrais être un peu rigoureux. Moi, je suis partisan de l'école judéo-chrétienne en sociologie politique. Je sais que c'est Dieu qui implante les rois et qui les déchoit. Mais mon frère, lorsque vous lisez Ésaïe 18, pour ceux qui vont lire et ceux qui ont beaucoup étudié, qui ont pris les études au sérieux, c'est lui qui a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, lisez dans Ésaïe 18, a prophétisé sur notre pays, le Congo. Le pays dont il parle dans Ésaïe 18, c'est purement et simplement le Zaïre entre les lignes hydrographiques, hydrologiques, climatologiques et géographie humaine. Toute notre hydrographie et hydrologie se trouve dans ce verset-là. C'est-à-dire, pour ceux qui sont judéo-chrétiens en sociologie politique comme moi, de cette école-là, ont le premier biscuit. Mais le deuxième biscuit, j'ai été au musée de Tervuren. La théorie que le régime sanguinocratique de Kigali, sous la houlette de Kagame, a voulu présenter, est une théorie mensongère qui ressemble à une autre théorie qu'il a voulu fabriquer en disant que les Tutsis sont des falachas, sont des juifs noirs qui sont venus ici. Voyez-vous, tout ça pour chercher à s'attirer la sympathie de l'empire israélien. Voyez-vous, c'est un mensonge. Pour que les juifs se sentent concernés, pour qu'ils puissent supporter leur cause. En plus, comme Clinton, à l'époque, étaient des souches juives. Et le climat était propice pour faire passer ce mensonge-là. Mais les Tutsis sont quelque part appelés nilotiques. Or, nilotique en science, Nilos qui veut dire le fleuve Nil, c'est-à-dire des peuples qui ont immigré autour du fleuve Nil à la recherche du bon pâturage pour leur bétail. Et ici, nilotique ne veut pas dire Tutsi. Il y a beaucoup de nilotiques. Il y a beaucoup de peuples qui sont nilotiques. Je peux même extrapoler en te disant, si la science dit que le royaume Luba est étiologique du royaume Song, est étiologique des Song venus de l'Égypte, qui se sont installés à Kanto, à Mouassa, dans l'actuel territoire de Kassongo par exemple, venant de l'Égypte, en passant par l'Est. On vous parle de la zone du lac Victoria, l'on vous parle aussi de Mombasa par exemple. Mais pour y arriver, vous passez par où? Le fleuve Nil est inévitable.
On peut aussi dire qu'ils sont aussi nilotiques. Donc le nilotisme n'est pas simplement une appropriation exclusive Tutsi. Non, beaucoup de peuples sont passés par là. Même les Somalis, il y a un peuple qu'on appelle les Somalis. Il y a des nilotiques là-dedans. Est-ce que tu sais qu'à l'époque du royaume de Napata Merowe, de Merowe Darfour, dans l'actuel Soudan, le Soudan, oui. Mais il y a des peuples qui sont nilotiques. Qui n'ont rien à faire avec une morphologie que l'on présente ici, aux faciès pointues, tout ce qu'on raconte, non. Mais moi, je vois la proximité avec Salva Kiir et Museveni, peut-être que c'est ça le problème qu'il y a. Oui, ben écoutez, bon, peut-être que c'est... Je ne sais pas, on spécule c'est une association de stratégie politique, puisque un jeune État instable comme le Soudan du Sud ne saura pas vivre sans la tranquillité avec ses voisins. Voilà pourquoi Salva Kiir tient à être en bonne santé avec l'Ouganda, il tient à être en bonne santé avec la Centrafrique, pourquoi pas le Tchad. Alors chez nous, pendant 18 ans, lorsqu'on a créé ce pays, nous étions faibles. Je vous ai dit que le régime de 18 ans était un régime extranécratique. Je suis censé exagérer dans mon langage en le traitant d'un régime rwandocratique. Les preuves aujourd'hui les prouvent. Comment vous pouvez avoir dirigé un pays pendant 18 ans? Vous rentrez chez l'agresseur historique. Et quand vous rentrez chez l'agresseur historique, vous voulez tromper vigilance et vous voulez pas camoufler. Écoute mon cher ami, on peut tromper une population, mais c'est difficile de tromper un peuple. Voyez-vous? Et puis, on peut oser tromper à une certaine époque, mais ça ne sera jamais éternel. Tout le temps. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi disait un musicien populaire qui dit vérité il y a un ascenseur, l'occulté il y a un ascenseur, oui. Mais vérité il y a un escalier commis. Dans mon swahili à moi, ça veut dire bongo ou ongo dans le swahili de l'est du pays. Voyez-vous, bonakuyaka mbio mbio. Tu vois, je parle de swahili, je sais que tu comprends. Voilà, ukweli, unakuyaka, pole, oui. Et il y a même un jargon populaire en swahili, on dit pole, Jomuendo. Pole, tout Africa. Voyez-vous un peu comment ça se passe? Donc ça veut dire, le mensonge a eu une fin à une certaine époque. La vérité est un produit non péremptoire. Mais le mensonge est un produit naturellement péremptoire. Ouais. Avec une date d'expiration qui va périmer à une époque, voilà. Ça sera plus révélant. La voici. On ne peut pas. Les 10 millions de morts que nous avons enregistrés dans l'histoire de notre pays, mais là-dedans, il y a 60% des peuples, des hommes dont on parle swahili. Alors, je voudrais vous atterrir maintenant, vous êtes le choix swahilophone. Je voudrais vous éclairer dans 2 minutes l'affaire de GLM. Lito Moboti. Moi j'avais un peu dans mon live expliqué à une époque parce que quand les gens voient GLM, ils pensent que GLM c'est le nom de Kabila, c'est venu comme ça. Vous avez vu qu'à Lombashi, vous avez connu la SGA, le groupe Lito Moboti, Lito qui était président de l'Opopo, quand on chantait Sainte Loi l'Opopo, Ningombe Yalito. Alors les gens, le choix se retrouvent dans tout ceci. Il y a beaucoup de gens à Kinshasa qui sont nés après. Qui ne connaissent pas GLM, expliquez-nous un peu pour terminer notre mission. Oui, mais c'est une incise que vous avez ouverte, parce qu'on va revenir au thème principal. Mais en fait, parmi les puissants du régime moboutien, il y a eu Lito Moboti. Mobutu lui-même reconnaissait en Lito un homme puissant. Où est-ce que j'ai découvert que Mobutu reconnaissait en Lito Mobutu un homme puissant? Je recommande à ceux qui vont en bibliothèque de lire le livre du dernier ambassadeur du Zaïre à Bruxelles, Jean-Pierre Kimboulou. Non, rentrons sur mon thème, parce que c'est tout. Je rentre pour expliquer. On va faire une autre émission là, je pense que c'est ma vaste et large intéressant. Où il parle de Lito Moboti, des expressions tirées de son échange avec le maréchal au téléphone. Voyez-vous, le maréchal lui-même a reconnu en Lito Moboti que c'était un homme économiquement puissant. Vous comprenez? Et que le dernier ambassadeur, dans son ouvrage intitulé Personne non grata, il dit que le maréchal lui dit au téléphone, je sais que Kengo, Lito, je crois qu'il avait osé tenter aussi parler de Setial ou d'Intambo Mwamba, que je ne m'abuse. Il dit que je sais que ces gens-là
sont financièrement forts. Je ne vais pas m'en taper comme opposant. Par toute voie de conséquence, la troisième voie dont tu entends parler, je vais accorder à ces gens-là. Parce que je ne veux pas avoir les gens qui sont économiquement forts contre moi. Pour lui, l'union sacrée radicale de l'opposition qu'on appelait l'ISORAL était constituée effectivement des opposants forts mais économiquement faibles. Alors l'UDI de Kengo Wadondo était un camp politique constitué de maniens. Et dans la stratégie du maréchal, il fallait les approcher à la cogestion du pays. Alors donc on parle de Lito Moboti là-bas. C'était parmi les puissants de l'époque. Effectivement, ce bâtiment-là était les leurs. Puisque GLM veut dire groupe Lito Moboti. Ce bâtiment-là était les leurs. Et par toute voie de conséquence, lors du changement de régime, l'AFDEL a considéré tous les Mobutistes comme étant des bêtes à abattre. L'erreur que nous avons commise avec l'histoire de l'AFDEL, vous comprendrez pourquoi les militaires congolais, surtout nos troupes spéciales, avaient refusé de déposer les armes à Goma. Ils se sont battus et Kagame a eu environ une semaine pour récupérer Goma. Et pour récupérer Goma, il avait besoin d'un débordement de 10 000 hommes de troupes dans lesquels il y avait quelques Ougandais, quelques Kenyans et des Rwandais. D'ailleurs, votre confrère Roussako n'est allé plus loin jusqu'à parler, que je ne m'abuse, frère de ma part, du carnage. Même de quelques Somaliens ou Érythréens, etc. etc. Et la tombée de Goma a coûté cher. Dans leur calcul, ils prévoyaient la tombée de Goma comme était tombé Bukavu sans affrontement. Voyez-vous? Est-ce que tu sais qu'à l'arrivée de l'AFDL, les forces spéciales zaïroises, entre autres DSP et gardes civils, SARM, qui ont été formés en Israël, aux États-Unis, l'AFDEL en a fait un carnage. Pendant que nous parlons, certains sont tapis dans des fosses communes disséminées partout au pays. Tu te rappelleras de la bataille de Kirimasimba ou de Kirimansimba à Lubumbashi. Donc c'est pour te dire que l'erreur était celle-là. C'est comme ça qu'il fallait prendre d'assaut tous les Mobutistes. Alors les Mobutistes à grand nom ont fui, ils ont laissé maison, etc., etc., ils sont partis. Il ne faut pas oublier que Gabriel Mokia a commencé à reprendre ses biens. C'est après. Certains biens les a repris après le départ de Kabila du pouvoir. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'ils ont récupéré. J'ai entendu quelqu'un dire, non, mais un contrat avait été conclu entre un membre de la famille Lito Moboti. Mais écoutez, c'est la loi qui vous dit que qui paye mal paye deux fois. C'est la loi qui vous dit que c'est lui qui vend un bien successoral sans l'assentiment des autres cohéritiers tombe soit dans l'infraction d'estélionnat. Pourquoi pas oser l'infraction de faux usage de faux? Voyez-vous? Donc bref, c'était un bien mal acquis. Et comme ils l'ont récupéré, vous les avez entendus parler. J'ai été, moi, dans GLM. Après le départ clandestin de Kabila. J'ai trouvé la maison de l'ambassadeur de France au Zaïre. Pas de la Suisse. Bon, je ne sais pas, mais une maison diplomatique. Ben, mon cher ami, en pleine moisissure, tu connais la luxure de nos amis diplomates occidentaux. Je te dis qu'il y avait même des coins de la maison qui étaient dorés. Et cette maison est restée sous sûreté du régime de Kabila, inoccupée. Même les plantes ont commencé à pousser par-dessus la toiture, etc. C'est un thème qui vaut toute une émission. Vous avez beaucoup de connaissances, je sais. Alors, on va maintenant atterrir dans quelques phrases. Donc, les Swahili comme Swahiliphone, ce n'est pas un groupe qui existe, c'est juste un alibi qu'on a voulu fabriquer pour opposer les Congolais. Monter les Congolais les uns contre les autres. Et d'ailleurs, politiquement parlant, les peuples congolais qui sont dans la zone où l'on parle de Swahili ont développé chacun, d'une manière ou d'une autre, la liberté démocratique. L'on vous dit par exemple que pendant le règne de Kabila, on dit que non, c'était le règne de Baswahili, pour prendre cette expression erronée. Mais on a eu des Baswahili opposants
au régime Kabila. C'est ça, c'est le phénomène Mukamati. Comme on dit. Voyez-vous, moi je connais même à l'UDPS des originaires du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, qui étaient farouchement opposés au maréchal. Je peux vous en citer quelques exemples. Vous voyez Adrien Pongo, qui était secrétaire général de l'UDPS à une certaine époque, il était opposant au régime. Je prends pour exemple Valentin Moubaké, qui était de l'UDPS, opposant au régime. Vous avez l'actuel Jacquemaine Chabani, ministre VPM à l'intérieur, qui était opposant au régime. Ngoma Zaïdi, dont je parle, qui n'était pas de l'UDPS, mais il était originaire du Maniema, mais opposant au régime. Donc les exemples sont légion. Je ne vais pas citer ici, la liste prendra 2 jours. Donc c'est pour vous dire que le Moussoaïli, selon leur expression, Moussoaïli n'est pas tribal. Moussoaïli n'est pas tribal. C'est une langue transnationale de la région de l'Est de l'Afrique. Et laquelle sous-région dont je parle, je suis tenté même d'oser l'appeler aujourd'hui la CIRGL, l'ex-CPGL. Voyez-vous comment ça se passe? D'ailleurs, dans une organisation qu'on appelle East African Community, l'EAC, le Swahili est consacré comme étant la langue officielle de cette organisation régionale. Voilà, qui fait partie du droit communautaire. Avec son bureau à Arusha, en Tanzanie. Et puis, sur le plan des subtilités sociologiques, mais Tshisekedi a une femme mouche de la zone swahiliphone, mais en vertu de quoi il peut tourner les dos contre le Swahili. D'ailleurs, ce sont les Swahili, pour prendre l'expression erronée, qui se sont joints en masse aux côtés de Tshisekedi. Les exemples sont légion, je ne vais pas citer les gens ici. Et vous savez en compter comme ça nombreux dans les institutions de ce pays. Vous partez de Paluku Kaongia, ministre, depuis que Tshisekedi est au pouvoir. C'est un Monandé du Nord Kivu. Je vous parle de Mouindo Nzangi Butondo, un autre Monandé qui est au pouvoir depuis la tombée de la coalition FCC-Cash. Voyez-vous, je vous parle de Boji Sangara qui venait de démissionner pour briguer le poste du président de l'Assemblée nationale. C'est un Mouchi de la même identité tribale que la première dame, que le dirkab du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole. Voyez-vous. Donc il ne faudra pas que les gens... Pourquoi cette politique kagamique a échoué? C'est puisque, effectivement, le Swahili n'est pas une langue ethnique, n'est pas une langue tribale. Ça aurait été grave si le Swahili était une langue ethnique ou une langue tribale. Pourtant, c'est une langue étrangère, c'est une langue transnationale, une langue qui est née de l'enchevêtrement social entre les Bantous, au contact avec les Arabes, les Persans et certains Indos qui parlaient aussi Swahili. Voilà. Et puis, quant à dire que les limites géographiques du Congo selon Kagame, puisque j'ai personnellement entendu Kagame les lâcher au Bénin, à Cotonou, lorsqu'il sortait de la rencontre avec le président Patrice Talon. Oui. Sortir de sa bouche une incongruité terrible, selon laquelle le problème qui se passe à l'est du pays, c'est un problème de territoire. J'ai entendu le mensonge de James Kabarebe, qui a tenu un propos corollaire à celui de Kagame en disant ce que les M23 sont en train de faire à l'est du pays, c'est pour récupérer les territoires qui appartiennent à nos ancêtres, en l'occurrence le Rutshuru et le Massissi. Voyez-vous? Or, Rutshuru et Massissi appartiennent au Congo depuis le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin. Et à la conférence de Berlin, il n'y avait aucun ancêtre africain présent là-bas. C'était le club de puissance qui s'était réuni pour essayer de se partager l'Afrique. Et de tout ce temps, le Rwanda et le Burundi, qui étaient 2 petits royaumes, ont été sous la colonisation allemande. C'est lorsqu'il fallait punir l'Allemagne que l'on a pris ces 2 pays, l'on a remis à la Belgique, comme certains autres pays avaient été remis à d'autres puissances coloniales. Voyez-vous? Et puis, quand vous êtes dans le Massissi et dans le Rutshuru, mais vous trouvez effectivement des populations bantoues qui y habitent.
Voilà pourquoi il y a eu même des communiqués. J'ai suivi l'honorable député Lydia Moutiébélé, qui est une Congolo-belge députée, qui a même dit que mais comment vous pouvez vous taire, vous, la Belgique, ou vous voulez renouer avec le Rwanda. Là, je crois qu'il s'attaquait à Maxime Prévost. Heureusement que Maxime Prévost a été contredit par André Flao lors du passage du chef de l'État en Europe lors de Global Gateway. Vous allez vous rendre compte que d'ailleurs le roi belge lui-même avait réagi contre le propos de Kagame lâché à Cotonou. Donc vous allez vous rendre compte que quand vous êtes dans le Rutshuru et dans le Massissi, vous y trouvez effectivement des peuples qui n'ont rien à faire avec l'identité Tutsi. Vous trouvez des Hutus là-bas qu'on appelle les Banyabouisha. Mais c'est des Hutus qui sont là-bas. J'ai parlé des Manyanga, etc., etc. C'est des peuples qui sont là-bas. Vous comprendrez pourquoi un gars comme moi, Mindeze, par exemple, c'est voilà. l'un d'eux, moi, Mindeze. Voilà. Je l'ai reçu il y a quelques temps dans une émission là, avec un nouvel ministre. Oui, il m'avait raconté qu'il est de là, oui. Oui, mais vous allez vous rendre compte pourquoi il y a beaucoup de morts dans le Nord Kivu, dans le Rutshuru, dans le Massissi. Pourquoi? Puisque dans l'intention expansionniste, dans la malintention du régime de Kigali, il faut faire des morts dans le Rutshuru, dans le Massissi, pour espérer une occupation territoriale fortuite. Mais écoutez, jamais le Rwanda sera pour la RDC l'Israël comme dans le Moyen-Orient ou dans le Proche-Orient. Non. J'ai dit, lisez Ésaïe 18. Nous sommes déjà déclamés prophétiquement un grand peuple, sans tenir compte que Wanaza Mungala Mukongo, Wanaza Aza Munyanga, Aza Munande, etc., etc. Nous avons été divinement déclamés grand peuple, avant même qu'il y ait la conférence de Berlin. Des millénaires avant, mon frère. Donc on ne peut pas croire à un mensonge du régime de Kigali qui fait accepter la pilule inacceptable, même à des Congolais, des souches comme les Nanga, qui ont commencé à dire, par exemple, que le Kinyarwanda est une langue parlée au Congo, ce qui est un mensonge patent. Il faut simplement dire qu'il existe une langue qui se parle entre Tutsi et Hutu, se parlant aussi au Congo dans les zones que je venais de citer, au lieu de dire le Kinyarwanda. Parce qu'on dit Kinyarwanda, ça renvoie directement au Rwanda. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'il existe des gens qui parlent Kirundi? Et ces deux langues-là, le Kirundi et le Kinyarwanda, c'est ce que nous avons appris depuis notre enfance dans notre Swahili à Lubumbashi, que c'est le Bulungi, c'est le Kilungi, qui est qu'on a sema dans notre Swahili. Donc, la question des limites est un mensonge. La question des limites est un mensonge. Pour preuve, l'île d'Idjoui qui est occupée par les Bahavu. Mais les Bahavu sont bantous, mon frère. Mais le Rwanda lui-même, mon frère, quel mensonge. Le Rwanda lui-même, le Rwanda et le Burundi sont des pays à 80% Hutu. Le reste, ils se partagent entre Tutsi et toi. Les toi qui sont-ils? Ce sont des pygmées que nous appelons dans nos différents jargons ici, les Bambotes dans notre Swahili de Lubumbashi, les Mboti quand vous êtes à l'équateur, et les Batembo quand vous êtes dans quelques zones du Tanganyika, les Tois, les Batois, etc., pour parler des pygmées. Donc c'est un mensonge patent de penser faire croire à l'opinion que entre le Congo et le Rwanda, il y aurait une question des limites. Il n'y a jamais eu de limites. J'ai aimé la réaction du roi belge en disant, mais s'il y a encore des territoires à récupérer, c'est plutôt le Congo qui irait récupérer des territoires au Rwanda. Donc la politique de Kagame a échoué. Pourquoi cette politique a échoué? Imaginez-vous quelqu'un qui a osé. Regardez la distance entre Israël et le Rwanda. Quelqu'un qui ose mentir en conférence internationale. Que c'est ça le Ubwenge en fait. Il y a un mensonge culturel qui est le leur. Pour dire les Tutsis sont des juifs noirs. Sans aucune preuve scientifique, ni historique. Voyez-vous,
Mais il n'aura pas honte de mentir que le Rutshuru et le Massissi appartiennent. En fait, ils ont pensé s'opposer au régime de Tshisekedi en secouant la fibre tribal ou ethnique. Ethnique, oui. Alors maintenant, ethnico-tribal. Voilà, l'erreur commise, c'est qu'ils ont choisi une langue qui n'est pas tribale. Les Baswahili. Oui, Swahili, ce n'est pas une langue tribale ni ethnique. C'est une langue sous-régionale ou j'appelle une langue transnationale. Et c'est là qu'ils ont échoué, puisqu'il y a ceux qui appellent Baswahili. Écoute, si tu amènes ce discours devant un Mufulero, il va te sortir un couteau. Si tu amènes ce discours devant un Mubembe, il peut te sortir un couteau. Si tu amènes ce discours devant un Mubuyu, il peut te sortir un couteau. Si tu amènes ce discours devant un Munande, il peut te sortir un couteau. Pourquoi? Puisque tous ces peuples que je viens de citer et d'autres que je n'ai pas cités, puisque le Congo, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a 425 tribus et 275 ethnies. Voyez-vous? Et donc, tous ces peuples ont enregistré des morts du fait du régime du Rwanda, de Kagame, du Burundi, de Buyoya, et de l'Ouganda, de Museveni, depuis 1996. Là, on vous parle du camp de Mugunga. Si tu connais l'odeur des ossements humains, si tu arrives à Mugunga, tu sens l'odeur des ossements humains. Il ne faut pas oublier l'histoire du massacre de Mugunga dont parlait Billy Richardson. Voyez-vous, donc quand nous sommes en train de chercher la paix pour notre pays, le seul principe scientifique qui nous guide, la meilleure façon de regretter le passé, c'est de faire mieux le présent. Et nous voici en train de faire mieux le présent. Je vous informe que n'eût été Tshisekedi, Kagame n'allait pas sortir de son état de poussin dans une couveuse occidentale. Ce n'était pas facile. C'est pour ça que, bon, au nom de la démocratie, les gens peuvent critiquer le régime Tshisekedi, ils peuvent remettre en cause la diplomatie agissante. Au nom de la démocratie, tu sais que quand l'opposant manque de matière à traiter, il devient par là un détracteur. Mais il faut dire que c'est sous le régime Tshisekedi que Kagame est à genoux. Entendre les Américains tenir des propos contre Kagame. On a cherché ça sous le régime de Moïse, on n'en a pas eu. On a cherché ça sous les 18 ans du régime rwandocratique de Kabila. On n'en a pas eu. Il aurait fallu Tshisekedi pour qu'on en ait. L'Union européenne a conclu un MOU sur des minéraux avec le Rwanda, que le Rwanda n'a pas dans son sous-sol. Parvenir à ce que l'Union européenne parvienne à tourner le dos à ce plan-là, ça s'est passé sous le régime Tshisekedi. En tout cas. Donc je pense qu'il y a des choses pour lesquelles parler de cette manière-là, ça nous fait tressaillir de patriotisme. Voyez-vous? Et dans l'histoire spirituelle, métaphysique et existentielle, voire même philosophique de notre pays, j'ose aller au-delà même à notre sociologie, anthropologie culturelle. Vous savez pourquoi aucune sécession n'a réussi dans ce pays depuis 1960 en ce jour? Ce sont les sécessionnistes qui parviennent même à mourir, soit à se défaire. Ce pays était coupé en 3 ou 4 zones. Il y avait la zone du RCD Goma, il y avait la zone du RCD KML, il y avait la zone du RCD-N, il y avait la zone de l'UNC. C'est Louis Michel qui pose la question à ces gens-là à Sun City, que je ne m'abuse. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce Congo est grand? On ne peut pas vraiment les mietter comme ça. Chaque faction dirige son territoire. Tu connais la réponse? Il dit lui-même, il dit que j'ai été surpris. Comme en chœur, à l'unanimité, les belligérants ont dit non. Je t'informe qu'il n'allait pas dire non s'il n'y avait pas la prophétie d'Ésaïe 18. Il n'allait pas dire non si Dieu ne veut pas du Congo tel qu'il est indivisible. C'est de la même manière que tu vas voir, tu le vois déjà depuis bientôt un mois avant que le mois d'octobre ne finisse. Tu peux être surpris que Goma et Bukavu sont récupérés par l'armée congolaise. Pourquoi? Puisque Dieu a tourné le dos à la balkanisation de ce pays. Il est pour l'unité de ce pays. Et par toute voie de conséquence, nos amis là qui sont dans l'AFC M23 Rwanda vont échouer, y compris ceux qui sont allés créer
un mouvement corollaire à Nairobi qu'on appelle Sauvons la RDC. En réalité, c'est Sauvons le Rwanda. Pourquoi? Puisque le même discours tenu par la FCM 23 Rwanda, c'est le même discours qui a été ressassé à Nairobi. Quelques gens sont dans la rébellion politico-militaire que j'appelle rébellion-agression, se sont retrouvés en même temps à Nairobi. Et vous voulez tromper l'opinion par un camouflet en disant que nous sommes un mouvement qui réfléchissons pour le bien du Congo. C'est un mensonge patent. Le vrai nom de ce mouvement-là, c'est Sauvons le Rwanda. Puisque s'ils étaient là pour sauver le Congo, ils prendraient position contre les agresseurs. Mais comme leur pays de refuge, c'est l'Ouganda, on vous a dit que Nanga, après avoir raté un assassinat à Goma, il est allé se réfugier dans sa résidence en Ouganda. On vous a dit que lorsque Amoudja et lorsque Mugunga s'est allumé par le FARDC et le Wazalendo, les officiels rwandais et certains officiels de la FCM 23 Rwanda sont allés se réfugier à Gisenyi. Il en sera de même demain pour Bukavu. Ils vont prendre Kamanyola pour se retrouver au Rwanda, puisqu'ils auront difficile à passer l'autre bord de Kamanyola, puisque l'autre bord de Kamanyola c'est le Burundi. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire que le plan a échoué. Et je vous informe que en temps normal, en temps réel, en temps scientifique, même dans un discours académicien, n'eût été l'amour que Dieu a pour ce pays, même Tshisekedi n'allait pas s'en sortir. Mais c'est puisque le divin est au contrôle de tout. Je t'ai dit que je suis de l'école judéo-chrétienne en sociologie politique. Cette école qui croit que c'est Dieu qui implante les rois et qu'il est des choix. Et je vous dis que qui a déjà réussi dans l'histoire des civilisations politiques du monde? Une armée infiltrée. Vous réussissez à vous maintenir au pouvoir. Des officiers militaires qui reçoivent parallèlement des salaires venant des forces négatives pour déstabiliser la sûreté nationale. Qui est celui-là qui peut réussir à être au pouvoir avec des groupes rebelles et agresseurs qui vous font la guerre avec votre propre argent? Quand on parle des sièges avait remis à des gens, ici je veux te scandaliser que Kagame était associé dans une grande entreprise minière entre Kambove et Kakanda. Voyez-vous, c'est des gens qui vous font la guerre avec votre propre argent. Voilà pourquoi j'ai aimé le discours de Wazalendo lorsqu'on leur a envoyé des pactoles. Ils recevaient, ils disaient, tout à coup là, il franga, nani franga za ichizetu. Il franga banitumia kwa kabila, il franga banitumia kwa mtu fulani, il franga banitumia kwa wadui. Asema tukule na tuuzishe ichizetu, tuache fro, ça dit dans leur swahili, c'est fro. Fro ya bali banani pale comme ça. Vous comprenez? Tuache fro wazi. Na tunasema hii franga ni franga zetu za ichizetu, tutaikula na tutampiga adui. N'eût été le déterminisme dans ce sens-là, tu n'auras pas appris que ça fait 3 semaines et demie que le FARDC et Wazalendo vont de localité en localité, de groupement en groupement. Et c'est ce qui met en difficulté ces gens-là en train de pleurnicher à Doha. Tout ce qu'ils tiennent comme discours, aujourd'hui ils vous disent que nous voulons négocier avec notre gouvernement. Mais hier, ils appelaient ça le régime de Kinshasa. Dans la logique d'un Congo balkanisé. Je suis ici, moi, qui dis les visas accordés par le pouvoir de Kinshasa ne sera plus accepté. C'est-à-dire ils veulent fabriquer leur propre visa. C'est pratiquement la politique du RCD. Tu sais que la société d'assurance rwandaise était venue s'installer à Goma. Comment on appelait cette société-là? Star ou quoi que je ne m'abuse. Une société d'assurance installée à Goma pendant que le Congo était sous le régime du monopole assurantiel ou assurantiel avec la SONAS. Il y a quelques années qu'on a libéralisé le domaine des assurances. Mais à cette époque-là, l'assurance qui régnait à Goma était une assurance rwandaise. Donc, il aurait fallu Tshisekedi pour que le Rwanda soit en déconfiture économique. Alors, les amis, alors nous avons ici avec Maître. Si on va aller comme ça, on peut aller pendant 4 heures du temps non-stop. Il y a beaucoup de matière. Ça, c'est pour aujourd'hui. Hein. En tout cas, on a bouclé avec l'affaire Baswahili. Les Baswahili n'existent pas. C'est une langue transnationale. Transnationale. Maître a expliqué, transnationale, internationale, qui va au-delà des frontières de la RDC. Donc, ce n'est pas une langue identitaire liée à une ethnie.
Ça, c'est clair. Alors, dans les prochains numéros, nous allons encore parler d'autres sujets d'actualité, surtout les enjeux politiques, parce que Maître a de la passion pour l'histoire, surtout l'histoire de notre tribu. Il est très important qu'on voulait être informé, de savoir qui est qui était où, à quelle époque, à quel moment. C'est très important pour nous aider, nous autres, à comprendre un peu les enjeux politiques auxquels notre pays est buté. Au revoir les amis, à une très prochaine occasion.